la dynamique des écosystèmes, la forêt fait partie des écosystèmes. Une forêt est riche et structurée. Les forêts sont des exemples d'écosystèmes. Essayons d'en définir quelques termes, quelques particularités. Les forêts sont très présentes en France, par exemple, où elles représentent environ une trentaine, 30% à peu près du territoire français. Dans une forêt, il y a des arbres, mais pas que des arbres. Il y a des arbustes, évidemment. Il y a de jeunes plantes, il y a des végétaux, il peut y avoir des fleurs, bien entendu. Donc il y a certaines caractéristiques dans une forêt que l'on ne retrouve pas, par exemple, dans un écosystème qui correspondrait à un champ ou à une prairie. Il y a autant d'écosystèmes que d'endroits différents sur Terre. Chacun des écosystèmes peut être défini à petite échelle, à moyenne ou à grande échelle, à l'échelle de la Terre, par exemple, l'échelle de la planète entière. On trouve un écosystème planétaire global dans lequel on va pouvoir inventorier toutes les espèces possibles, aussi bien animales que végétales. Mais si on prend un petit écosystème, par exemple 10 cm3 de terre, de sol, de prairie ou de votre jardin, eh bien vous allez trouver un écosystème local. Donc ça veut dire que si on étudie un écosystème, ça ne veut pas dire que l'on va y trouver toutes les caractéristiques générales que l'on peut trouver à l'échelle de la Terre entière. Mais si l'on se situe dans un écosystème forêt, un écosystème forestier, quelles sont ses principales caractéristiques? Donc on parlera de dynamique, en même temps de dynamique des écosystèmes, à travers cet exemple d'écosystème forestier. Alors, lorsque vous vous promenez en forêt, vous avez l'occasion d'observer, et si vous prenez le temps, vous allez même pouvoir décrire les choses. Et décrire, si possible, et selon votre intérêt évidemment, mais scientifiquement, un écosystème forestier. Bon, souvent on dit « Oh, c'est beau, c'est joli, c'est magnifique, les sentiers sont jolis. » Oui, mais le joli, que cache ce joli à travers une forêt? Donc essayez, lorsque vous promenez, donc de prendre le temps. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de vous asseoir sur un tapis de mousse, sur des herbes, sur des fleurs, enfin pas trop les abîmer quand même, sur des jacinthes, des tapis de jacinthe. Essayez de repérer par-ci par-là, à travers ces jacinthes bleues violacées, eh bien quelques jacinthes qui ont pris une couleur blanche. Et posez-vous la question, pourquoi est-ce que dans cet écosystème forestier, pourquoi est-ce que l'on trouve par exemple des jacinthes blanches alors que la majorité est bleue? Alors installez-vous, prenez le temps de regarder une forêt, la forêt de votre choix. Et une autre fois, vous irez étudier autre chose, une prairie, un endroit de montagne, une vallée, un coteau, une rivière, un bassin, un lac. Bon. Autant de choses qui vous font rêver. Une forêt. Choisissez votre forêt. C'est un exemple qui est propre à votre choix. Dans une forêt, nos forêts de France, par exemple, nos forêts font partie d'un climat relativement tempéré. Et on dit que ces forêts sont des exemples de forêts tempérées caducifoliées. Alors, on peut y trouver des caractéristiques communes à toutes les forêts, mais également, selon l'endroit que vous allez choisir, vous allez pouvoir y trouver des généralités également. Donc, caractéristiques d'une forêt, généralité globale à toutes les forêts. Voilà ce qui va caractériser globalement cet écosystème forestier. Mais alors, quelles sont ces caractéristiques? Alors, si vous regardez bien, vous allez voir quoi?
asseyez-vous sur un tapis de mousse et puis levez la tête, regardez l'horizon, regardez autour de vous. Vous allez voir qu'il y a des animaux, des végétaux. Vous avez ce que l'on appelle une biocénose et un biotope. Alors volontairement, je ne vous dis pas ce que signifie biocénose et biotope, simplement pour que vous participiez également et que vous mettez sur pause et puis essayez de voir à quoi correspond la biocénose et le biotope. Ça fait partie globalement de votre petit travail que je vous demande de faire en parallèle à mes explications. Alors bien sûr, à un moment donné ou à un autre de mon cours, je vais expliquer ou je vais donner une brève définition éventuellement. Donc si vous regardez une forêt, vous asseyez par exemple pour prendre le temps de voir les choses et puis vous allez voir qu'il y a une structure verticale. La structure verticale, elle se décompose en plusieurs parties, en plusieurs strates. Alors la notion de strate a déjà été évoquée lorsque l'on a parlé en géologie d'affleurement. Par exemple, si vous prenez les falaises de Normandie, quel que soit l'endroit en Normandie, vous avez la mer, vous avez la plage, et puis vous avez des hautes falaises, plus ou moins hautes falaises. Et au niveau de ces falaises, il y a des alignements horizontaux de calcaire, en fait, qui alternent ou qui peuvent alterner avec des séquences de silex, par exemple, et qui sont relativement, enfin qui forment des horizons relativement plats, superposés les unes par rapport aux autres, ces strates. Bon, mais c'est différent, ce sont des strates dont on parle en géologie. Là, on parle de strates dans une forêt. On parle de structuration verticale. Si vous regardez sur le sol, vous êtes à une hauteur 0, on va dire, c'est le point de départ, et vous allez jusqu'à 1 mètre de hauteur. Qu'est-ce que vous allez voir essentiellement? Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Alors, vous allez voir différentes choses selon l'endroit où vous êtes. Moi, je vous propose un exemple de vue correspondant à des herbes hautes et des herbes basses. Alors, bien sûr, on part des herbes basses et on va vers les herbes hautes, qui peuvent atteindre 1 mètre. Les fougères, par exemple, peuvent même dépasser le mètre. Si vous prenez l'exemple des fougères aigles, par exemple. Ensuite, de 1 mètre à un petit peu plus haut, disons, allons jusqu'à 7 mètres à peu près, vous allez avoir une autre strate. Comment est-ce que vous allez l'appeler? Il y a des arbustes. Eh bien, c'est une strate arbustive. Donc, on est parti d'une strate herbacée, basse, pour arriver à une strate herbacée haute, 1 mètre de hauteur, par exemple. Et puis, un petit peu au-dessus, au-delà de ce mètre, vous avez des arbustes. Et on parle de strate arbustive. Et puis, au-delà de 7 mètres de hauteur, allez jusqu'à 20 mètres à peu près, estimez la hauteur de 20 mètres, et vous allez voir que vous allez avoir une arborescence arbustive, entre guillemets, donc on parle de strate arborescente inférieure. Donc si on parle de strate arborescente inférieure, ça veut dire que l'on va avoir une strate arborescente supérieure, qui peut aller de 20 mètres à 30 mètres. Alors ça dépend des forêts, ça dépend des arbres également. Si vous êtes dans une hêtraie, c'est-à-dire une forêt où majoritairement il y a des hêtres, peut-être que le métrage, entre parenthèses, sera différent d'un métrage que l'on pourra trouver dans une chênaie, c'est-à-dire une forêt essentiellement composée de chênes. Donc si je récapitule, on part du bas, on va vers le haut. Vous voyez une strate herbacée, basse et haute, de 0 à 1 mètre, une strate arbustive de 1 à 7 mètres, et une strate arborescente inférieure puis supérieure entre 7 et 30 mètres de hauteur en passant par les 20 mètres. Bon voilà, donc là vous avez bien une structuration verticale dans une forêt tempérée qui est une forêt par exemple caducifoliée. Mais si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez appliquer le même principe
et vous allez voir, vous allez avoir ce métrage, c'est-à-dire le nombre de mètres en partant de 0 pour aller jusqu'à 30 mètres. Alors, dans ces forêts, qu'est-ce que vous allez trouver? Eh bien, dans la forêt où je me suis installé, j'ai trouvé des arbres, des essences d'arbres, j'ai trouvé des chênes. Alors, chênes pédonculés. Pourquoi est-ce qu'on dit pédonculés? Parce que lorsqu'il y a des glands, eh bien, il y a une espèce de petite tige qui est fixée sur une autre branche qui retient les glands. Donc, il y a un pédoncule ou pas de pédoncule au niveau de ces fruits. Je vous laisse essayer de trouver, de deviner, si vous voulez, ou de faire des recherches sur Internet, pour connaître la différence entre un chêne pédonculé et un chêne qui n'est pas pédonculé. Alors, si l'on voulait faire un peu de classification en nommant le nom scientifique, on peut faire un peu de scientifique, enfin, aller un petit peu plus loin que le simple scientifique descriptif, entre guillemets. Le chêne pédonculé, c'est Quercus robur. Eh bien, j'en ai trouvé une dizaine à peu près. Alors évidemment, il faut se donner une aire, si vous voulez, d'étude. Vous prenez 1 hectare à peu près, donc sur 1 hectare, j'ai trouvé une dizaine de chênes pédonculés. J'ai trouvé également des hêtres, le hêtre commun, dont le nom scientifique est Fagus sylvatica. J'en ai trouvé 20. Donc il y a, par rapport aux chênes, il y a 2 fois plus de hêtres que de chênes. Alors, dans cette forêt tempérée, donc j'ai relevé sur Internet, donc il y avait à peu près 700 mm d'eau annuellement. La température moyenne était de 12 degrés Celsius et sur le sol, il y avait 80 cm de sable sur du calcaire. Et sur d'autres parcelles, il y avait quelquefois donc des couches argileuses. Et donc j'ai essayé de repérer les abondances correspondant aux essences d'arbres. Essences, pourquoi? Parce que il y a si vous prenez par exemple un pin, un sapin, il y a des odeurs, de la résine, etc. Alors indirectement, l'odeur, on dit essence. Alors ensuite, correspondant aux fleurs, aux plantes à fleurs, on ne peut pas compter sur 1 hectare le nombre de fleurs. On peut simplement dire, par exemple, pour les plantes à fleurs, eh bien, il y en a beaucoup, très peu. Il y a un recouvrement important, un recouvrement plus ou moins important. Eh bien, lorsqu'il y a très peu de plantes à fleurs, on peut dire, par exemple, eh bien, il y a très peu, donc c'est très peu abondant. S'il y en a beaucoup, mais pas tant que ça, entre le très peu abondant et le recouvrement, eh bien on peut dire il y a un recouvrement. Et puis, s'il y en a plus que le recouvrement, on peut dire qu'il y en a plus que le recouvrement. Donc, on dit que pour les plantes à fleurs, on dit 0,5 si ces plantes sont très peu abondantes. On dit ensuite 1 s'il y a un recouvrement inférieur à 5%. Et on va dire 2 si le recouvrement se fait entre 5 et 25%. Donc, j'ai repéré quoi? Eh bien, j'ai repéré des lierres grimpants, dont le nom latin est Hedera helix, et j'ai relevé 2. 2, ça veut dire qu'il y a un recouvrement de 5 à 25%. J'ai trouvé également des méliques à une fleur, Melica uniflora. Et j'ai repéré le numéro 1. C'est-à-dire qu'il y a un recouvrement, mais qui est inférieur à 5%. J'ai repéré des violettes de Rivinus, donc, dont le nom est Viola riviniana. Et j'ai repéré 0,1. Alors 0,5, j'avais dit, c'est très peu abondant. Donc 0,1, c'est encore moins. C'est beaucoup moins, en tout cas. Mais il y en a quand même. Ensuite, pour les oiseaux,
Pour les animaux, donc on ne peut pas suivre un animal évidemment dans la forêt, on fait simplement donc une observation lorsqu'il y a des passages. Ça veut dire si vous voyez un merle passer devant vous, bah vous dites il y a un merle. Si vous en voyez deux, on dit il y a deux. Si vous voyez une chouette, on dit il y a une chouette. Si vous entendez la chouette également, ça peut être classifié ou compté. Alors les oiseaux, donc j'en ai repéré 14. J'ai vu des troglodytes mignons, troglodytes, et j'en ai trouvé 2. J'en ai vu 2. Sur un hectare, donc j'ai parcouru l'hectare, de long en large, à droite et à gauche, et j'en ai vu 2. Alors on peut très bien dire on voit 2 fois le même. Bon. J'ai vu ou entendu des piques pêches, j'en ai entendu 2. Et des merles 1. J'en ai vu un, mais au total, j'ai vu 14 oiseaux d'espèces différentes que je ne pouvais pas forcément reconnaître. Bon, ça veut dire qu'il y a la présence d'oiseaux. Chauve-souris, j'en ai vu une. Alors je suis resté jusqu'au soir. Et puis les chauves-souris aiment bien sortir le soir, en fait, et j'en ai vu 6. Alors j'ai cru reconnaître une pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus. J'ai cru voir également des noctules de Lessler, Nyctalus lessleri. Bon, je vous invite à essayer de les reconnaître. Bon, voilà, j'ai pas vu d'autres chauves-souris, enfin, j'ai pas vu d'autres animaux le soir, à part entendre par-ci, par-là, un animal dont je n'ai pas reconnu le nom. Bon. Et puis, bon, il y avait des mousses, bien sûr, des champignons, des carabes. Alors, j'ai vu 32 espèces différentes au total entre les mousses, les champignons et les carabes. Bon voilà, donc c'est un exemple de relevé que vous pouvez vous amuser à faire au niveau de relevé de la flore et de la faune dans la forêt de votre choix. Alors dans cet écosystème forestier, bien sûr, il y a des relations, des interactions qui vont faire que cet écosystème va pouvoir se trouver en quelque sorte structuré. Structuré, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous allez avoir des facteurs qui vont conditionner les emplacements de différentes espèces. Donc on parle de facteurs abiotiques qui vont conditionner en fait la répartition d'espèces que vous avez observées dans cet écosystème forestier. Mais dans cette structuration que l'on pourrait considérer comme immobile, il y a une certaine, entre guillemets, mobilité dynamique, en fait une certaine dynamique, et les êtres vivants, bien entendu, puisqu'ils vont ici et là, ils vont modifier certains de ces facteurs abiotiques. Donc nous allons en parler tout à l'heure. Et donc vous allez pouvoir avoir également ce que l'on appelle des facteurs biotiques qui vont s'influencer entre eux. Alors essayons de préciser davantage ce que je viens de vous dire. Concernant cette structuration, donc je vous ai parlé de facteurs abiotiques et de facteurs biotiques, en passant par, en essayant de comprendre de manière globale que ces facteurs vont pouvoir interagir les uns sur les autres, aussi bien les facteurs qui ne sont pas d'origine animale que les facteurs qui sont d'origine végétale et qui vont être conditionnés en quelque sorte également par des facteurs qui seront d'ordre, par exemple, température, l'humidité, la présence ou l'absence d'un sol, de mousse, etc. Bon. Vous voyez, c'est assez compliqué, c'est très complexe à décrire ces interactions qui vont structurer un écosystème. Lorsque vous regardez, par exemple, un petit hêtre qui va commencer à germer, eh bien vous voyez qu'il est posé sur de la litière, des feuilles, etc. Et vous imaginez qu'il y a une graine qui a germé et qui a fait que ce hêtre commence à pousser. Alors, il y a dans cet écosystème donc ce que l'on appelle des facteurs abiotiques qui sont par exemple le relief, l'humidité, la lumière, le vent, la nature du sol et bien d'autres facteurs encore. Et si vous regardez, si vous êtes assis sur un tapis de mousse, vous regardez un petit peu plus loin, il n'y a peut-être pas cette mousse. Si vous regardez les fougères à un endroit, peut-être qu'à un autre endroit, il n'y a pas de fougères.
Donc ça veut dire qu'il y a une grande diversité qui fait que ici et là, vous allez avoir privilégié la pousse de tel ou tel végétal et la présence de tel ou tel animal. Donc ça veut dire que dans un écosystème, en fait, vous avez des conditions physiques, des conditions chimiques également, qui ne sont pas les mêmes d'un endroit à un autre. Alors, vous avez certaines plantes, certains végétaux, qui vont pouvoir préférer un éclairement important, et d'autres, au contraire, vont avoir besoin d'un éclairement qui sera plutôt limité. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que certains lieux vont être privilégiés pour le développement de certaines espèces. Donc ça peut être des sous-bois, ça peut être sous des broussailles, ça peut être sous un tapis de fougères, sur un tapis de mousse, etc. Alors on ne dit pas un tapis de fougères, mais sous les fougères, par exemple, qui peuvent former un ombrage relativement important sur le sol. Et donc ces facteurs abiotiques, en quelque sorte, vont dépendre également de l'instant selon que vous vous placez au printemps, en été, en automne ou en hiver. Donc ça veut dire que certaines espèces vont être privilégiées au printemps, d'autres au niveau d'une autre saison. Donc ça veut dire qu'il y a des facteurs favorables, et vous savez très bien qu'au début du printemps, majoritairement dans les endroits tempérés comme la France par exemple, eh bien il y a la végétation qui va se mettre à pousser de manière très très importante. Alors, si vous prenez un chêne, au pied d'un chêne, donc il y a de jeunes pousses de chêne, eh bien les jeunes pousses de chêne nécessitent une présence importante de lumière, et ces jeunes pousses de chêne vont correspondre au premier stade des forêts. Alors dans les forêts, dans les chênaies en tout cas, les forêts de chênes. Si vous prenez une hêtraie, au pied de chaque hêtre, qui est grand évidemment, un être adulte qui est capable de former des graines, eh bien vous allez trouver donc des graines évidemment, mais vous allez trouver également de jeunes pousses, de jeunes hêtres qui ont qui ont germé, enfin dont la graine a germé en tout cas. Et donc ces jeunes pousses de hêtres, ils vont tolérer de faibles éclairements. Donc vous voyez, par rapport aux chênes qui ont besoin de beaucoup de lumière pour se développer au départ en tout cas, eh bien les hêtres, eux, sont relativement tolérants à des faibles éclairements. S'il y a suffisamment d'eau, donc s'il pleut suffisamment ou s'il y a des réserves d'eau suffisantes, eh bien les hêtraies, ils vont pouvoir former à long terme, enfin vont pouvoir remplacer en tout cas à long terme les chênes. C'est bizarre. Enfin c'est bizarre. Donc ça veut dire que s'il y a suffisamment d'eau, les hêtres, sur le long terme, remplacent les chênes. Bon. Dans la forêt où je me trouvais, eh bien, il y avait une couche argileuse qui était située au-dessus du calcaire. Or, vous savez très bien que l'argile, ça peut former une pâte imperméable, mais l'argile peut être aussi très perméable s'il n'est pas saturé en eau. Donc ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que j'avais bien observé, donc, à différents endroits, avec ma pelle, ma pioche, entre guillemets, sans trop abîmer les écosystèmes locaux, bien qu'il y avait de l'argile, et qu'en dessous, il y avait du calcaire. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on peut repérer l'installation de pins sylvestres. Voilà. Et à certains endroits, alors sur mon hectare, je n'ai pas repéré de pins sylvestres, mais aux alentours, j'en avais repéré quelques-uns, et ça correspondait bien, en fait, au fait qu'il se plaisait bien là où il y avait de l'argile et en dessous il y avait du calcaire. Bon, je ne suis pas allé plus loin dans l'étude. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que ces facteurs abiotiques, donc ils ne sont pas en relation avec les êtres vivants, mais qui correspondent à des facteurs chimiques ou physiques, par exemple, eh bien, vont influencer la présence d'êtres vivants, mais ces êtres vivants également vont pouvoir modifier certains facteurs abiotiques.
Donc ça peut aller dans les deux sens. Tout à l'heure, nous avons parlé de structuration verticale, et on peut essayons de comprendre ces variations verticales de facteurs de l'environnement dans une forêt où j'avais repéré un petit peu plus loin donc des pins. Alors il y avait des pins sylvestres essentiellement. Alors j'ai regardé la hauteur, j'ai regardé la densité du feuillage, et on a des indices qui permettent de définir la densité de ces feuillages. Cet indice, donc, on peut dire un indice entre 0 et 1, par exemple. Donc on peut faire la hauteur en fonction de l'indice et repérer ainsi la densité de feuillage. Et voilà ce que j'ai repéré, c'est que l'indice était de 0,1, pratiquement au niveau de la strate herbacée. Donc l'indice était de 0,1. Et l'indice est monté jusqu'à 0,8. Ça veut dire qu'il y avait une densité herbacée très importante au niveau du sol. Puis, jusqu'à 6-7 mètres de hauteur à peu près, j'ai repéré qu'il n'y a pas du tout de feuillage. La densité de feuillage était de 0,05 à peu près. Bien, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que puisque j'étais dans une forêt de pins, eh bien, on est au niveau des troncs. Et entre la partie basse qui correspond à la strate herbacée et ces 7 mètres de hauteur, il n'y a rien. Il n'y a pas de feuillage. Mais il y a des troncs. Donc ça veut dire que la densité de feuillage était pratiquement absente. Et était même absente. Enfin, pratiquement, parce qu'il y a toujours un petit peu de plantes qui poussent ici et là, par exemple du hou ou d'autres plantes. Bon. Et jusqu'à... donc j'ai regardé la densité de feuillage jusqu'à 15... alors pas 15 mètres, mais à peu près 12-13 mètres de hauteur à peu près. Et là, je me suis aperçu que la densité de feuillage était très importante, puisqu'elle avoisinait les 0,7 sur une échelle de 1. Donc c'est quand même assez important. Et puis plus on va vers le haut, et plus la densité de feuillage décroît. Ça veut dire qu'arrivé par exemple à 20 mètres de hauteur, il y avait une densité qui était pratiquement de 0. Donc ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'on est arrivé au sommet des arbres et qu'au-dessus des 20 mètres, il n'y a pratiquement pas de feuillage. Mais entre ces 12 mètres précédents et les 20 mètres, eh bien, la densité de feuillage décroissait, allait décroître, enfin avait décru, donc décroissait en tout cas, entre l'indice 0,7 à peu près et puis l'indice pratiquement 0. Donc voilà, ça veut dire que globalement, la densité de feuillage est très importante à deux niveaux dans la forêt de pins. Au niveau des pins eux-mêmes, sur une hauteur de 12-13 mètres à peu près, la concentration de feuillage est très importante, et au niveau de la strate herbacée, entre 0 et 1 mètre à peu près, où la densité de feuillage était très importante, mais qui ne correspondait pas au feuillage des pins, évidemment, puisque ça correspondait à différents types, différentes espèces végétales sur le sol. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai essayé de repérer la lumière utile, c'est-à-dire la lumière qui était utilisée pour la photosynthèse. Alors toujours dans cette même forêt, et en me plaçant, alors j'avais utilisé quelques appareillages, et je me suis placé toujours au même endroit par rapport à l'observation précédente de la densité de feuillage. Donc la lumière utile, que j'ai estimée bien entendu, et que je peux exprimer en pourcentage, de 0 donc à 100%. Eh bien, au niveau de la strate herbacée, j'ai repéré à peu près 12% de lumière utile qui pouvait être utilisée pour la strate herbacée. 12% à peu près. Et puis, arrivé à une hauteur de 8 mètres à peu près, même pas 6-7 mètres à peu près, eh bien, il y avait 12% de lumière utile pour la photosynthèse. Et arrivé entre 7 mètres de hauteur et puis
on va dire 15-16 mètres de hauteur, eh bien le pourcentage de lumière utile augmentait de manière régulière. Ça veut dire qu'il y avait un accroissement régulier du pourcentage entre 12% et 100% de la lumière utile, en passant par 50% pour une hauteur de 12-13 mètres à peu près. Donc ça veut dire que plus on va vers le haut, en fait, et plus la lumière utile pour la photosynthèse est importante, puisque l'on atteint bien les 100% lorsque l'on atteint les 17 mètres de hauteur à peu près, avec un pourcentage de lumière utile croissant, je le répète, entre 8 mètres et 12-13 mètres à peu près. Alors, donc, il y avait une corrélation entre la densité du feuillage qui était située à peu près à 12 mètres et la quantité de lumière utile à peu près qui était située à une hauteur allez, on va dire une quinzaine de mètres à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a une correspondance entre plus il y a de feuillage, en fait, plus la densité de feuillage est importante, plus la lumière utile est importante. Ensuite, la température. Alors pareil, j'ai essayé de trouver une petite astuce pour mesurer la température entre donc que l'on peut exprimer entre 10 et puis 30 degrés à peu près, mais on dépasse, donc ce sera entre 15 et 25 en réalité. Bon. Mais on peut prendre une échelle plus large. Donc toujours la hauteur en fonction de cette température, eh bien lorsqu'il faisait jour, eh bien la température était, alors au niveau du sol, elle variait entre 20 et 25 degrés. Et puis à mesure que je montais pour atteindre par exemple les 7 mètres de hauteur, correspondant à la hauteur des troncs, enfin des troncs où il n'y avait pas de feuillage en tout cas, eh bien la température était globalement de 20, 21, 22 degrés à peu près, jusqu'à 12-13 mètres de hauteur. Et puis, là où la densité de feuillage était la plus importante, donc allez, on va dire vers 12-13 mètres de hauteur, là où également la lumière utile était la plus importante, eh bien la température était de pratiquement 25 degrés. Et puis, pratiquement sur les 20 mètres de hauteur, on avait toujours la température de 25 degrés. Et puis, au-dessus, encore, c'est-à-dire là où il n'y avait plus les arbres, les feuillages, mais la température redescendait un petit peu pour se stabiliser à 20 degrés. Donc ça veut dire que plus on monte, plus la température est importante, là où la densité de feuillage est la plus importante. Et là où la lumière utile pour la photosynthèse est la plus importante également. Concernant la nuit, eh bien, la température du sol, en fait, et ce jusqu'à pratiquement 6-7 mètres de hauteur, était à peu près à 15 degrés. Donc variait entre 15, 16, 17 degrés à peu près. Et plus on montait vers la densité de feuillage important, là où la lumière utile était importante, eh bien on avait une température de pratiquement 20 degrés. Et au-dessus de la strate de la forêt, il y avait toujours cette température de 20 degrés. Donc ça veut dire que la nuit, en bas, la température est à 15 degrés à peu près, et en haut, c'est plutôt à peine 20 degrés, 18-20 degrés, dans la nuit, pendant la nuit. Et dans la journée, eh bien, la température vers le bas, donc au niveau des troncs et au niveau de la strate herbacée, était plutôt de 20 degrés, en sachant qu'elle montait à 25 degrés pratiquement au niveau du sol. Et au niveau de la strate, au niveau de là où la densité de feuillage était importante, eh bien la température était plutôt de 25. Autrement dit, plus on monte et plus il fait jour, plus la température est importante. Bon. Ensuite, la vitesse du vent. Alors pareil, il faut trouver des astuces pour mesurer la vitesse du vent. Eh bien, toujours la hauteur en fonction de la vitesse du vent, que l'on peut dire, que l'on peut étalonner en quelque sorte en mètres par seconde. Donc la température, donc on avait 0,5 mètres par seconde jusqu'à une hauteur de 7-8 mètres à peu près.
Et puis lorsque l'on montait dans les feuillages, là, donc vers les 15 mètres de hauteur à peu près, la vitesse du vent était constante encore, on va dire à peine un petit peu plus que 0,5 mètres par seconde. Mais lorsque l'on arrivait pratiquement au sommet de la forêt, donc pratiquement aux 20 mètres, la vitesse du vent augmentait et passait à 1 mètre par seconde. Et au-dessus de la forêt, on atteignait les 2 mètres par seconde. Donc ça veut dire que la forêt, en fait, elle ralentit la vitesse du vent, d'autant plus que l'on s'approche du bas. Ça veut dire que lorsque l'on est pratiquement à jusqu'à 5-6 mètres de hauteur, il n'y a pratiquement pas de vent. Et la vitesse du vent augmente à mesure que l'on augmente la hauteur à laquelle on étudie cette vitesse. Donc voilà, donc vous voyez que il y a une variation verticale de certains facteurs environnementaux dans une forêt de pins. Alors, et les racines? Eh bien, est-ce que les racines modifient quelque chose? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que les racines s'enfoncent dans le sol, et lorsque la racine s'enfonce dans le sol, elle provoque des petites fissures, des petites failles, qui vont faire que l'eau va pouvoir s'infiltrer, et il va y avoir en quelque sorte un espèce de lessivage qui va faire qu'il va y avoir une disponibilité en éléments minéraux qui seront issus de la désagrégation de la roche-mère, on parle de roche-mère, au-dessus du sous-sol. Parce qu'on a le sol constitué par de la litière, de l'humus, etc., dans les forêts. Et puis en dessous, il y a la roche-mère, c'est-à-dire la roche, en fait, sur laquelle repose le sol. Et cette roche va se désagréger, en fait, et va libérer des minéraux, des éléments minéraux, qui vont pouvoir être absorbés par les racines. Donc les racines s'enfoncent d'autant plus qu'elles ont besoin de trouver non seulement de l'eau, mais également les éléments minéraux qui serviront pour la croissance et notamment qui seront utiles pour la photosynthèse. Alors, quelle est l'action des racines sur la possibilité d'obtenir certains minéraux, certains éléments minéraux? Eh bien, faisons la comparaison d'un sol sans racines et d'un sol avec racines. Et étudions le pourcentage d'altération des roches sous la forme de 0, 0,5, 1 ou 1,5. Et si vous avez 2,5 mètres, donc si on regarde au niveau de la profondeur à laquelle se trouvent ces racines, si vous êtes à une profondeur de 2,5 cm, et si vous avez un sol sans racines, eh bien, il y a très peu d'altération des roches, ça veut dire à peine, enfin un peu plus que 0,5%, à peu près. Par contre, si vous avez des racines à 2,5 cm de profondeur, eh bien l'altération des roches monte à 1%. Donc entre 0,5% sans racines et 1% avec racines, vous voyez bien que les roches sont plus désagrégées, plus altérées en quelque sorte, lorsqu'il y a des racines. Et lorsque vous vous situez à 10 cm de profondeur, eh bien, on a 0,3 à 0,4% d'altération des roches lorsqu'il n'y a pas de racines. Et lorsqu'il y a des racines, on monte à 1%. Donc encore une fois, à 10 cm, entre 0 en fait, et 10 cm, vous avez bien l'action des racines sur l'altération des roches. 1% d'altération. Et lorsque vous descendez à 20 cm de profondeur, sur un sol sans racines, on a 0,2% d'altération des roches. Et s'il y a des racines, eh bien, on monte à 0,5%. En quelque sorte, ça veut dire que plus vous avez de racines, et plus l'altération des roches est importante. Donc voilà, ça pour l'action des racines sur la disponibilité en éléments minéraux. Et vous vous souvenez que lorsque l'on a étudié la variation verticale des facteurs environnementaux dans la forêt, eh bien on a vu que c'était bien une densité de feuillage très importante vers une douzaine de mètres de hauteur à peu près,
une présence de lumière utile très importante. Donc c'est important, pourquoi? Parce que la photosynthèse va se faire dans les conditions optimales. Et puis la température du jour était située aux environs de 25 degrés dans cette zone de feuillage dense et de photosynthèse utile. Et la vitesse des vents était relativement peu importante. Ensuite, les facteurs biotiques vont également pouvoir interagir entre eux. Alors, c'est quoi un facteur biotique? Eh bien, bio, ça veut dire la vie. Eh bien, ça veut dire que des facteurs en relation avec la vie vont pouvoir également interagir les uns sur les autres. Alors, en effet, si vous prenez par exemple, imaginons que vous voyez un nid d'oiseau dans un tronc d'arbre. Et il y a un grand trou dans l'arbre. Donc, ça veut dire que l'oiseau peut passer. Alors, plus ou moins grand trou. Eh bien, ça veut dire qu'il y a des habitats qui sont formés et qui peuvent être dus à l'action d'autres êtres vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un pic et pêche, par exemple, il va faire des trous dans un tronc. Et puis ensuite, il va partir pour X raisons. Un autre oiseau va pouvoir venir dans ce trou et faire son nid. Et là, vous avez bien un exemple de facteur biotique qui s'influence, dont l'un influence l'autre. Ça veut dire que le deuxième oiseau n'aurait jamais fait son nid s'il n'y avait pas eu de trou fabriqué par le piquet-pêche. Eh bien, le piquet-pêche, on dit que c'est une espèce ingénieure. Ça veut dire qu'elle a fabriqué quelque chose, c'est de l'ingénierie si on veut, qui a fait qu'un deuxième oiseau a pu construire son nid et vivre. Voilà. Donc certaines espèces sont qualifiées d'espèces ingénieures. Ça veut dire que d'autres oiseaux vont pouvoir s'implanter dans cet écosystème forestier, par exemple, lorsque certaines espèces ingénieures sont présentes. Voilà. Alors ensuite, dans les souches qui sont, dans les arbres qui sont tombés, vous avez du bois mort. Alors vous avez des troncs, des branches, des souches, des racines, des écorces, etc., qui sont en voie de décomposition. Eh bien, vous avez beaucoup de ces petits morceaux d'arbres, d'arbustes, de feuilles, de racines, etc., qui sont en cours de décomposition. Alors, ça veut dire que dans ces endroits-là, vous pouvez également trouver des écosystèmes. Vous allez pouvoir trouver des larves d'êtres vivants qui vont grignoter le bois mort pour le transformer petit à petit en quelque chose qui ressemblera à des éléments minéraux qui vont pouvoir tomber sur la terre, sur le sol, s'enfoncer dans le sol et être utilisés, être absorbés par des racines, entre guillemets. Donc ça veut dire que on a décrit donc la structuration verticale, sol compris, et puis on peut également décrire une structuration horizontale. Si l'on fait l'étude par exemple sur 1 hectare, ou moins ou plus, eh bien, on regarde vers le haut, mais on regarde également vers le bas à mesure que l'on parcourt la surface de cet écosystème forestier. Alors vous pouvez vous amuser si vous avez des talents de dessinateur. Vous pouvez vous amuser, vous vous installez à un endroit, puis vous dessinez ce que vous voyez. Ça peut être intéressant également. Et vous pouvez décrire en même temps, si par exemple vous avez un micro, eh bien vous décrivez, à mesure que vous écrivez ou que vous dessinez, eh bien vous décrivez ce que vous voyez. Vous expliquez ce que vous voyez. Et ensuite, chez vous, vous faites un résumé qui peut être un résumé personnel ou que vous pouvez partager sur YouTube, par exemple, ou ailleurs, Facebook, Twitter, etc. Donc vous allez pouvoir décrire des interactions entre ce que l'on appelle le biotope et la biocénose. Et ces interactions caractérisent un écosystème que vous allez pouvoir trouver à tel ou tel endroit de la forêt et de manière globale correspondant à l'écosystème forestier. Bon, vous pouvez trouver d'autres exemples également, c'est pas défendu. Donc là, on a parlé d'une certaine dynamique des écosystèmes, et dans cette dynamique, eh bien, nous avons pris l'exemple d'une forêt qui est un écosystème qui est très structuré, qui est plus ou moins riche
en facteurs biotiques et facteurs abiotiques, qu'il y a des interactions entre les facteurs biotiques et les facteurs abiotiques. Alors, l'écosystème forêt, eh bien, il est composé de quelque chose qui est physique, donc d'un milieu physique, que l'on appelle le biotope. Alors tout à l'heure, lorsque je vous ai demandé d'essayer de comprendre ce que signifiait biotope, biocénose, bien vous avez compris que c'était le côté milieu physique qui est le biotope, et les êtres vivants qui occupent ce biotope, eh bien, on appelle ce milieu la biocénose. Biocénose, biotope, hein, à ne pas confondre. Alors comment reconnaître l'un de l'autre? Dans les deux cas, on a bio. Bio, ça veut dire la vie. Biotope, c'est un milieu physique qui va être favorable, en quelque sorte, à la vie. Et la biocénose, eh bien, c'est la vie qui se développe dans un biotope particulier. Mais ce biotope particulier va faire qu'il va y avoir une biocénose particulière et vice-versa. Et ce vice-versa signifie qu'il y a des interactions très fines ou globales, hein, au niveau de cet écosystème forestier. Alors, lorsque vous regardez donc cette particularité d'un écosystème forêt, eh bien, il y a une forte, très forte même, alors ça dépend des forêts, vous allez me dire, hein, mais très forte structuration verticale. Puisqu'un arbre, c'est vers le haut, hein, c'est pas vers le bas. Mais vous allez pouvoir étudier également, vous pourriez également étudier la structuration vers le bas. À ce moment-là, ce sont les racines. Et bien à ce moment-là, comment est-ce que vous allez faire? Eh bien, prenez un arbre qui est tombé suite à une tempête et vous pouvez étudier la structuration des racines également. Hein, vous allez voir, c'est intéressant. Il y a des racines principales, des racines secondaires. Vous allez même pouvoir voir des mycorhizes, hein, des poils absorbants, etc. Bon. Donc, vous avez dans une forêt, de toute façon, quoi qu'il en soit, une structuration verticale, hein, qu'il s'agisse de la structuration vers le haut ou vers le bas, et qui est due évidemment à la présence des arbres en question. Alors, comme je vous ai dit, donc il y a mutuellement une influence très importante entre la biocénose et le biotope. Alors, biocénose, spontanément, c'est quoi? Être vivant. Et donc, biotope, c'est le milieu physique, avec ses paramètres physiques, évidemment. Température, humidité, etc. etc. Donc, cette biocénose, ces biotopes, ce biotope, hein, si on parle de manière générale, ils vont s'influencer mutuellement et vont participer au fonctionnement de cet écosystème et bien entendu à la dynamique de cet écosystème. S'il y a un équilibre dans cet écosystème, si vous modifiez un élément, un paramètre, ça peut modifier tout l'ensemble de l'écosystème. Hein, donc ça, on le sait bien. Alors, un écosystème, ce que vous devez savoir, c'est que les écosystèmes sont constitués par des communautés d'êtres vivants. Et là, on parle de biocénose, interagissant au sein de leur milieu de vie. Et là, nous parlons de biotope. Donc, vous devez savoir expliquer ce que je viens de vous dire. La biocénose est en interaction avec le biotope. La biocénose est en interaction avec le biotope, c'est-à-dire répartition des espèces selon les conditions abiotiques. Donc vous devez comprendre la complexité d'un écosystème écologique, alors d'un système écologique que l'on appelle écosystème, en caractérisant l'organisation, c'est-à-dire la frontière, les éléments, le flux et les interactions que vous allez pouvoir décrire et trouver dans telle ou telle forêt. Mais c'est valable également dans d'autres écosystèmes. Alors, au niveau de ce que vous devez savoir faire, eh bien, c'est extraire et organiser des informations issues de l'observation directe sur le terrain. Hein, donc, je vous ai invité à faire vous-même l'effort de vous déplacer. Alors, si vous habitez en ville, c'est pas facile. Hein, dans une forêt. Alors, donc je vous ai dit, donc, vous devez savoir extraire et organiser des informations directes, enfin issues de l'observation directe, en tout cas sur le terrain, pour savoir décrire les éléments et les interactions au sein d'un système que l'on appelle l'écosystème.
vous devez comprendre l'importance de la reproductibilité des protocoles d'échantillonnage pour suivre la dynamique spatio-temporelle d'un écosystème. Ça veut dire que ce que vous décrivez doit être reproductible si vous voulez en faire une science exacte. Globalement, c'est ça. Et vous devez savoir utiliser des outils simples d'échantillonnage pour mettre en évidence la répartition de certaines espèces en fonction des conditions du milieu. Donc, si on résume en expliquant de manière plus globale, vous devez comprendre que la forêt, c'est un environnement qui est structuré et qui est plus ou moins riche, et en général riche si l'équilibre naturel, sans l'intervention trop importante de l'homme, bien si cet équilibre se fait dans les conditions optimales. Donc cet écosystème en fait se compose d'une biocénose, c'est-à-dire des êtres vivants, et du biotope, c'est-à-dire tout ce qui concerne les paramètres plutôt physiques, chimiques, etc. Donc qui vont s'influencer, donc biotope et biocénose s'influencent. Donc la biocénose influence le biotope, mais le biotope influence la biocénose également. Donc lorsque l'on raisonne en termes de faune et de flore, eh bien la faune et la flore influencent le biotope, et le biotope influence la faune et la flore. Et si vous remplacez faune et flore par biocénose, c'est encore mieux, puisque la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants présents dans un écosystème particulier et sous l'influence de biotopes. Mais je répète que le biotope influence également la biocénose et que la biocénose influence le biotope. Alors, on a essayé dans cet écosystème forestier donc de décrire de manière globale, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire l'étude exhaustive, c'est-à-dire complète, mais nous avons essayé de décrire certains êtres vivants dans cet écosystème forestier, et ceci, si on veut en faire une étude scientifique, il faut qu'il y ait une façon de faire qui soit rigoureuse et qui soit reproductible. Donc rigoureuse, reproductible, mais sans détruire l'équilibre, sans trop influencer l'équilibre. Et ces données collectées, par exemple par plusieurs personnes, si par exemple vous allez à plusieurs dans un endroit, imaginons vous voulez faire l'étude de l'écosystème forestier, vous pouvez vous répartir les tâches 2 par 2 et aller à différents endroits de la forêt, et ensuite collecter vos données, les comparer et en faire une synthèse. Donc ça veut dire que ces données doivent pouvoir être répétées, collectées et comparées de manière réaliste, en tout cas. Alors, vous êtes capable maintenant de définir ce que c'est que le biotope et ce que signifie biocénose. Biotope, biocénose. La structuration d'une forêt se fait selon un ordre que l'on appelle, si on monte vers le haut, donc des strates, on a des strates, eh bien on a des strates arborescentes évidemment, mais pas que arborescentes. Mais les arbres, ça fait penser à arbustes, arborescence, etc. Et l'étude globale enrichit vos données sur les autres êtres vivants qui vont pouvoir interagir dans cet écosystème. Les influences, bien sûr, sont mutuelles entre le biotope et la biocénose, et les conditions de milieu que représente ce biotope vont conditionner certaines caractéristiques relatives aux êtres vivants, c'est-à-dire relatives à cette biocénose. Donc les êtres vivants vivent à un endroit précis de cet écosystème forêt parce qu'il y a un biotope particulier qui leur correspond. Si vous prenez un merle qui fait un nid à tel ou tel endroit, à un autre endroit, ça ne lui conviendra pas. Tous les oiseaux qui font leur nid dans la strate arbustive, par exemple à une quinzaine de mètres de hauteur, si on va au sommet, ça ne leur conviendra pas. Si on vient sur le sol, ça ne leur conviendra pas non plus. Donc ça veut dire qu'il y a un conditionnement dans cette forêt, un équilibre qui s'est créé pour que les êtres vivants s'adaptent là où ils ont choisi l'endroit qui leur plaît le plus. Et c'est pareil pour les êtres vivants, pour les êtres humains. Est-ce que vous allez aller vous installer au pied d'un volcan qui est en éruption permanente? Bien non. Bon, vous allez vous installer là où les conditions sont relativement sereines.
Alors bon, là c'est un autre débat, hein, parce que c'est pas l'idéal. Alors si vous allez dans une forêt de chênes, par exemple, une forêt de hêtres, eh bien, vous allez avoir également donc, des interactions complexes. Les êtres vivants vont s'influencer entre eux, mais vont influencer également les conditions du milieu. Les arbres de cette forêt vont recevoir de la lumière, ce que l'on a étudié précédemment, et le pourcentage de lumière favorable à la photosynthèse est très important et se situe tout à l'heure à une hauteur bien précise, que l'on avait dit vers 15. Alors ça dépend des forêts. Hein, bon. Et ce que l'on avait décrit tout à l'heure, c'était vers les 12, 13, 14, 15 mètres à peu près. Donc c'est la lumière qui est reçue, qui va être utilisée pour la photosynthèse, est très importante, puisque c'est elle qui va conditionner la fabrication de matières organiques, entre autres, hein, qui vont servir à la croissance de la plante. Donc très important pour la photosynthèse, la température du milieu ou les caractéristiques des vents également. Et puis ce qui est très important à comprendre, en outre cette lumière, cette température, ces vents favorables, eh bien c'est ce que les racines vont trouver dans le sol. Donc il faut de l'eau, des éléments minéraux également. Et les éléments minéraux ne doivent pas être là qu'à un moment donné de l'année. Il faut qu'ils soient renouvelés également pour que les racines puissent s'approvisionner en permanence. Parce que s'il y a un épuisement du stock de minéraux, ça veut dire que l'arbre va cesser de croître parce qu'il n'aura pas ce qu'il lui faut, ou alors va ralentir sa croissance en attendant des conditions optimales. Donc il y a des modifications qui vont s'observer depuis le sommet de l'arbre jusqu'au niveau du sol et en passant par les différentes strates et même au niveau de la strate herbacée qui ne correspond pas forcément aux arbres, mais puisqu'il y a d'autres espèces en fait qui vont coloniser le sol autre que les arbres par exemple. Donc il y a d'autres êtres vivants qui vont pouvoir, il y a des êtres vivants qui vont pouvoir interagir entre eux. Alors tout à l'heure on a parlé du pic épêche, par exemple, il n'y a pas que lui, qui est une espèce ingénieure en fait qui va pouvoir faire des trous dans les arbres, hein, créer des petites cavités qui vont pouvoir servir par exemple à d'autres espèces qui vont pouvoir y bâtir un nid, par exemple, y construire un nid. Alors, vous pouvez bien entendu vous amuser selon l'endroit où vous habitez, hein, et même si vous habitez en ville, hein, vous pouvez trouver un petit écosystème à tel ou tel endroit, ne serait-ce que votre plante d'intérieur. Voilà, vous pouvez décrire une plante d'intérieur. Vous pouvez aller vous faire ce cadeau d'aller acheter une plante, ou même d'aller une fois dans la nature et vous mettez une plante en pot que vous mettez soit dans votre appartement, soit sur le balcon. Bon. Alors, si vous comparez, en fait, donc ces biotopes et biocénoses dans un endroit particulier, eh bien, voilà, vous allez vous apercevoir qu'il y a un certain équilibre, une certaine constance des influences entre le biotope et la biocénose, et même entre les espèces de la biocénose. Ça paraît évident. Si vous prenez un aigle, l'aigle, alors peut-être pas en Normandie, mais en Normandie, l'aigle c'est plutôt la buse, une buse ou un épervier, eh bien vous allez voir que la buse peut attraper un lapin. L'épervier peut attraper un campagnol dans les champs, par exemple. Eh bien, il y a des interactions entre les êtres vivants. Il y a ce que l'on appelle une chaîne alimentaire également, un réseau trophique que l'on verra dans d'autres cours. Alors, donc ces comparaisons montrent également qu'il y a des influences entre le biotope et biocénose et entre les espèces de la biocénose elle-même. Donc ces comparaisons vont permettre également de montrer qu'il y a un écosystème décrit à travers les strates, les structurations ou la structuration verticale qui est influencée évidemment par les arbres. Les arbres, les uns par rapport aux autres, s'influencent également. Il y a des arbres qui préfèrent plus la pénombre quand ils sont jeunes, plus la clarté quand ils sont âgés, sachant que les jeunes chênes, par exemple, préfèrent la lumière
Les jeunes chênes préfèrent la lumière, alors que les jeunes hêtres se contentent d'une lumière peu importante, du moins dans les premiers stades de leur vie. Donc ça veut dire qu'avant que les feuilles n'apparaissent dans la grande strate arbustive, en fait, il y a de la lumière qui passe. Donc ça veut dire que avant que les feuilles du printemps ne sortent, les feuilles vertes du printemps, donc chez les arbres à feuilles caduques en tout cas, eh bien les chênes vont recevoir beaucoup de lumière et vont croître plus vite que les hêtres qui, eux, vont attendre qu'il y ait plutôt de l'ombre. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, il faut savoir que ces comparaisons vont montrer que un écosystème peut être décrit à travers une structuration verticale qui sera largement influencée par les arbres dont on parle, hêtres, chênes, les pins, etc. Une structuration horizontale également et la répartition des espèces en fonction des conditions du milieu. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous faites des comparaisons. Constance, il y a une constance entre le biotope et la biocénose avec des équilibres qui se font évidemment. Une interaction entre différentes espèces de la biocénose. Et puis cet écosystème peut être décrit à travers la structuration verticale, la structuration horizontale également, et puis la répartition des espèces en fonction des conditions du milieu qui leur convient. Donc ça veut bien dire que l'écosystème forestier, si l'on prend l'exemple d'autres écosystèmes, ce sera le même principe, mais pas forcément le même biotope pas forcément le même biotope et la même biocénose, mais il y aura toujours une composition particulière de ce biotope et de cette biocénose. Donc les êtres vivants vont pouvoir évoluer en fonction de leurs besoins et même s'installer en fonction de leurs besoins à mesure que l'environnement va changer. Il faut savoir également que l'écosystème forestier est particulier, mais ça vous l'avez compris, et il y a une très forte structuration verticale, vous l'avez compris, qui sont dues à la présence de quoi? Eh bien des arbres évidemment. Biocénose et biotope vont donc, et je le répète pour la millième fois, s'influencer mutuellement et participer au fonctionnement et donc à la dynamique de l'écosystème dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, une dernière chose avant de nous quitter, c'est que nous savons que les forêts présentent une structuration verticale importante. Ça, nous le savons. Qu'il y a plusieurs niveaux au-dessus du sol, ça, nous le savons. Et qu'il y a différentes strates qui est vers le bas, plutôt à partir du sol, vous allez pouvoir trouver des mousses, mais également des champignons qui ont des relations plus ou moins importantes avec les arbres, puisqu'il y a des mycorhizes qui correspondent à des lieux d'interaction entre les racines, donc les poils absorbants en quelque sorte de l'arbre, et puis les filaments mycorhiziens, en fait, mycorhiziens du champignon, les filaments microscopiques du champignon. Il y a une interaction entre, donc, par exemple, poils absorbants et ces filaments de champignons pour créer ce que l'on appelle des mycorhizes. Donc il y a une interaction positive entre l'arbre et les champignons. Et vous trouvez certains champignons en présence de certains arbres qui peuvent former par exemple un cercle, comme par exemple le cercle des sorcières. Donc vous allez pouvoir trouver des mousses, des champignons, plutôt au niveau de la strate herbacée. Donc vous allez trouver des herbes, des fougères, des germinations d'arbres, donc de chênes, de hêtres, etc. Et puis vous allez trouver une strate arbustive, une strate arborée également, qui a une hauteur plus ou moins importante selon l'arbre que vous allez décrire. Alors ces végétaux vont rendre possible évidemment la présence de ce que l'on appelle la biocénose, donc de nombreux, plus ou moins nombreux animaux qui vont avoir des habitats, des supports et donc qui vont pouvoir trouver leur nourriture de manière optimale, en tout cas essayer. Bon. Lorsque l'équilibre du moins n'est pas trop modifié, lorsque l'équilibre alimentaire n'est pas trop modifié. Dans le sol également, il y a plusieurs niveaux où vous allez pouvoir trouver en surface une litière où vont s'accumuler des restes végétaux, des cadavres des animaux, évidemment, qui vont pouvoir subir l'action des décomposeurs,
qui entrent dans la chaîne alimentaire évidemment. Donc vous allez avoir l'humus également, plus en profondeur, qui va être exploré par les racines et qui vont abriter également une microfaune, qui sont donc ce sont des petits insectes, des petits arthropodes, alors des collemboles, etc., etc. Et plus petit encore, vous allez avoir ce que l'on observe au microscope, donc des bactéries et même des virus. Hein. Vous avez tout un ensemble de biocénoses que vous ne soupçonnez pas et qui est bien présent dans la Terre et en profondeur. Alors si vous regardez de manière horizontale, eh bien, vous voyez que la forêt est très hétérogène. Il y a des zones où vont se placer les grands arbres, hein, qui vont pouvoir grandir selon les conditions optimales du biotope, et puis d'autres arbres vont pousser un petit peu moins bien, voire vont disparaître. Vous pouvez avoir des buissons également, vous pouvez avoir par endroits des clairières, des arbres morts, qui vont favoriser le développement de certaines espèces. Vous pouvez avoir également des lisières, qui vont délimiter de manière plus ou moins marquée la frontière entre la forêt et puis un endroit qui sera très illuminé, que l'on peut appeler une clairière par exemple. Alors, l'interaction entre le biotope et la biocénose est très importante. Par exemple, ça peut être l'éclairement. L'éclairement va favoriser plutôt certaines espèces par rapport à d'autres. Par exemple, la germination des chênes est voilà, favorable lorsqu'il n'y a pas trop de feuilles, donc un petit peu avant le printemps, et lorsque la lumière est très importante, eh bien, la germination des chênes et les jeunes chênes vont pousser un peu mieux que les jeunes pousses de hêtre qui, elles, ont besoin de plus d'ombre. Donc les chênes ont besoin de lumière lorsqu'ils sont jeunes. L'eau également va conditionner l'implantation des espèces végétales. Bien entendu, certaines ont besoin de beaucoup d'eau, d'autres un petit peu moins. Mais dans les forêts tempérées, en tout cas, il faut de l'eau. Alors il y a des endroits, des sources également, qui peuvent être des points d'eau, qui peuvent correspondre à la présence de micro-habitats, où plus fréquemment des animaux vont pouvoir venir y boire. Ça peut être une mare dans une forêt, ça peut être une source, hein, ça peut être différents endroits, une accumulation d'eau dans le creux d'une pierre, par exemple, d'une roche, ou dans un petit renfoncement de la forêt. Bon. La nature du sol également va exercer une influence sur les végétaux présents. Par exemple, une couche argileuse va permettre la présence du pin sylvestre, par exemple. Certains arbres vont conditionner l'accès à la lumière dans les strates inférieures, alors que d'autres vont fermer par leur feuillage très dense, vont empêcher la lumière de pénétrer à l'intérieur, donc vers les parties basses. Alors ça, ce ne sera pas favorable pour les jeunes chênes, mais favorable plutôt pour les jeunes hêtres. Alors, donc cette présence d'arbres va conditionner l'accès à la lumière pour les strates inférieures, et des troncs d'arbres peuvent servir également d'abri ou d'habitat pour des animaux, alors soit des décomposeurs, hein, ça peut être des larves de capricorne par exemple, ou autres, qui peuvent servir, enfin pas servir, mais qui peuvent se nourrir de la matière en cours de composition. Donc si on fait le bilan de cette étude, en prenant l'exemple d'un écosystème forêt, eh bien, comme tout écosystème, il y a un milieu qui est composé par ce que l'on appelle le biotope, et il y a une biocénose, donc qui correspond à des êtres vivants qui occupent ce biotope. Dans la forêt, eh bien, il y a une forte structuration verticale, évidemment, que l'on ne va pas trouver, par exemple, dans une prairie, ou dans un champ de blé, etc., dans un agrosystème, admettons, ou dans un champ naturel, hein, une prairie naturelle, on ne trouve pas de strates qui peuvent monter à 20-30 mètres de hauteur, évidemment. Ça, c'est bien caractéristique de l'écosystème forêt. Donc, c'est qu'il y a une structuration verticale importante qui est due à la présence de ces arbres, et donc ces arbres vont influencer tout ce qui se passe sur le sol, parce que la présence de ces arbres modifie l'humidité, modifie le passage de la lumière, etc., etc. Donc biocénose et biotope vont s'influencer évidemment de manière très importante, d'un sens
comme de l'autre, aussi bien la biocénose donc influence le biotope que le biotope influence la biocénose. Donc ils s'influencent mutuellement et participent au fonctionnement et bien entendu à la dynamique de l'écosystème. Bon, je crois que à travers cet exemple de forêt, nous avons vu que c'était un écosystème qui était relativement riche, structuré, un écosystème dans lequel il y a bien entendu donc une arborisation qui est très importante, avec des êtres vivants qui sont en interaction les uns avec les autres. Donc voilà, forêt, un écosystème riche et très structuré. Nous avons répondu au problème, quelles sont les principales caractéristiques de cette forêt, donc de cet écosystème forestier, que vous allez pouvoir trouver et vous amuser à parcourir à travers les sentiers. Et faire, vous aussi, des vidéos qui nous renseignent sur les conditions de l'endroit où vous habitez. Le cours est terminé. Merci.